Le Creusot, c'est un grand nom, un nom qui résonne 2 siècles d'histoire industrielle de la France, un nom qui est synonyme de travail, travail respecté, qui est synonyme d'audace, qui est aussi synonyme de lutte et qui est synonyme en tout cas de ténacité. Le Creusot fait partie de ces villes qui ont fait de la France une puissance industrielle au XIXe siècle, qui ont soutenu son rang au XXe siècle, mais le Creusot a peur d'être oublié au XXIe siècle. Parce que la France, si on en croit une forme de pensée unique, n'aurait plus besoin d'usines et n'aurait plus besoin d'ouvriers. Fantastique d'ailleurs, l'évolution de toutes ces dernières années. On ne parlait plus du travail comme d'une valeur positive, mais du travail qu'il fallait réduire. On ne parlait plus du travail comme une façon d'assurer la promotion de sa famille ou de sa personne, mais comme une forme de purge dont il convenait de le subir le moins longtemps possible. On ne parlait plus d'ailleurs des salaires, puisque la même question, la seule question de l'augmentation des salaires était devenue tabou. D'ailleurs, on ne parlait plus des travailleurs comme étape ultime de dévalorisation du travail. Partout ailleurs dans le monde, les pays qui s'en sortent ont compris qu'il fallait libérer les forces de travail. Et donc le cœur de la politique économique que je souhaite mettre en œuvre, c'est la réhabilitation du travail. Mais pour réhabiliter le travail, il faut réhabiliter les usines qui ne sont pas que des lieux facteurs de pollution, réhabiliter les ouvriers qui ont un savoir-faire. Il n'y a pas que les bureaux, il n'y a pas que le tertiaire, il y a aussi ce qui a fait la puissance de la France 2 siècles durant. La France va vivre une nouvelle révolution industrielle. Ça sera la 3e. La première a consisté à remplacer par le charbon et la vapeur ce que faisaient le bois, la force animale et le vent. Le XXe siècle, ça a été la révolution du pétrole, de la pétrochimie et sur la fin, du silicium. Eh bien, les années 2007-2008 feront date dans l'histoire industrielle et économique de la France, puisque ce seront celles où le monde aura réellement pris conscience que le XXIe siècle finira sans pétrole. On a eu les chocs pétroliers des années 70, mais ces chocs n'ont rien à voir avec la brutalité de ce 3e choc pétrolier. C'est parce que le pétrole a monté que nous avons pris conscience que le pétrole est aujourd'hui partout dans nos modes de vie, mais la hausse des prix que nous vivons, qui ne s'arrêtera pas, indépendamment de ce qu'on appelle la spéculation. La hausse des prix que nous vivons, c'est la prise de conscience pour l'humanité qu'il va falloir trouver une solution tout de suite pour construire l'après-pétrole. Nous trouvons dans une situation qui est assez simple. La production de pétrole n'arrive plus à suivre la croissance de la demande. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour la première fois, ce n'est pas parce qu'un ou plusieurs pays décident pour des raisons politiques ou financières de fermer les vannes, c'est beaucoup plus grave que ça. La production de pétrole ne suit plus. Je veux dire, la capacité de produire ne suit plus. Les nouveaux champs sont plus rares, plus lointains et plus profonds. Et chaque année, il faut mettre suffisamment de gisements en production pour remplacer les 4 à 5% de production mondiale qui disparaissent par épuisement des puits. Ce n'est pas une affaire de gauche, ce n'est pas une affaire de droite, ce n'est pas une affaire de majorité, ce n'est pas une affaire d'opposition. Quel que soit le gouvernement de la France, il y a 4 à 5% de la production mondiale de pétrole qui disparaissent chaque année.
Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en mer du Nord, au Mexique ou en Indonésie. Et les nouveaux gisements ne compensent ni en quantité, et de surcroît sont plus chers à exploiter et plus difficiles. Alors on parle beaucoup de la spéculation financière. Vous savez, la spéculation financière, c'est assez simple. L'argent qui ne s'investit pas dans la bourse ou dans l'immobilier va s'investir dans les matières premières, pas simplement le pétrole, puisque comme on a besoin de plus de pétrole et qu'on en produit moins, un certain nombre d'investisseurs se disent pourquoi ne pas aller là où la hausse des rendements est certaine. L'ère du pétrole bon marché, c'est fini. L'ère du pétrole accessible à tous, c'est fini. Et ça, c'est un constat que chacun peut faire. Mais attention, les pays qui le feront le plus tôt, ce constat-là, ont une chance de s'en sortir. Ceux qui le feront le plus tard n'ont aucune chance de s'en sortir. Alors les implications sont considérables, d'abord pour les pays plus pauvres que nous. Je pense aux Chinois ou aux Indiens. Si chaque Chinois ou chaque Indien consommait autant de pétrole qu'un Européen, la demande mondiale de pétrole serait multipliée par 2. Simplement s'ils faisaient comme nous. Et quand on sait que la production mondiale a diminué en 2006 et en 2007, jusque dans les années 2000, on arrivait à avoir 0,5% de production en plus. 2006-2007, ça a diminué. On mesure le gouffre entre la prospérité que nous vivons actuellement et ce que peuvent espérer les pays émergents. Face à ça, quelles sont les solutions? Eh bien, le Creusot est l'un des endroits du monde où la solution à l'après-pétrole prend forme concrètement, dans l'usine d'Areva et dans l'acierie ArcelorMittal. Le nucléaire est plus que jamais une industrie d'avenir et une énergie indispensable. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous réalisez la chance qu'a eue la France d'avoir un visionnaire comme le général de Gaulle, qui, au début des années 60, a anticipé le nucléaire, donc a anticipé la fin du pétrole et du gaz, ce qui fait qu'aujourd'hui, 77% de l'électricité consommée en France, c'est de l'énergie nucléaire. Si le général de Gaulle n'avait pas fait faire à l'État ce saut technologique gigantesque de s'investir dans le nucléaire, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et imaginez ce que peut représenter pour un pays frère comme l'Allemagne le fait d'avoir dû abandonner le nucléaire sur l'autel de la coalition avec les Verts. Comme si des Verts au gouvernement pouvaient remplacer l'énergie nucléaire. C'est cher payé, quand même. Non, mais attention, je reviens d'Autriche où j'étais il y a 15 jours, très intéressant, un Premier ministre socialiste, d'ailleurs un homme de grande qualité, Alfred Gusenbauer, qui me disait qu'au début des années 70, ils ont fait un référendum, faut-il le nucléaire ou pas? Anne Lauvergeon le sait. Ce référendum en Autriche, tenez-vous bien, avait été gagné par les adversaires du nucléaire à 51%. Et Alfred Gusenbauer me disait qu'aujourd'hui, ils sont à 85% contre. Mais ce n'est pas les éoliennes. Ce n'est pas le photovoltaïque qui, tout d'un coup, va pouvoir remplacer le pétrole. Bien sûr qu'il faut des énergies renouvelables en même temps. Mais imaginez, pour ces pays, imaginez que l'Allemagne, qui a, à mon souvenir exact, une trentaine de centrales nucléaires quand même sur son... Pardon, une vingtaine, pardon, excuse-moi, dont une partie d'ailleurs en Bavière. Ça fait 10 ans maintenant qu'ils ont arrêté le nucléaire. Et je le dis parce que je le pense, pour nous, si on veut être à la hauteur de ceux qui ont amené le nucléaire en France, il ne faut pas qu'on s'en tienne au nucléaire de la vieille génération. Je veux dire que la décision fondatrice du général de Gaulle de lancer la France dans l'énergie nucléaire doit répondre à notre décision du nucléaire de nouvelle génération,
l'EPR, et je voudrais donc annoncer aujourd'hui que nous allons construire une nouvelle centrale EPR, indépendamment de celle de Flamanville que j'avais signée lorsque j'étais ministre des Finances. Il faut savoir que chaque EPR qui remplace une centrale à gaz fait économiser 2 milliards de mètres cubes de gaz par an. 2 milliards de mètres cubes. Un EPR. Et que chaque EPR qui remplace une centrale à charbon fait économiser 11 millions de tonnes de CO2. Les émissions là, qui font le trou dans la couche d'ozone. Mais problème, j'ai signé en 2004, sous le contrôle d'Anne Vergeon, la nouvelle centrale EPR de Flamanville. Entre le moment où je l'ai signée, dans un pays comme la France, où il y a, disons les choses comme elles sont, entre nous, un relatif consensus sur la nécessité du nucléaire. Oui, je vois. Enfin, écoutez, en tout cas, les grandes formations démocratiques, que ce soit l'UMP ou le Parti socialiste, il n'y a personne, je n'ai vu dans aucun programme, cette idée que s'ils arrivaient au pouvoir, ils fermeraient les centrales. Eh bien, rendez-vous compte que dans un pays où le débat est mature et responsable, il faut 7 ans, entre la décision d'un président de la République d'ouvrir, de financer une centrale et le premier kilowattheure produit. Alors en même temps, pendant les 7 années, vous en avez des manifestations sur le pouvoir d'achat, le pétrole cher, les gens qui n'en peuvent plus, etc. 7 ans. Je vous rappelle que le mandat du président de la République, pour ceux qui seraient intéressés, 5 ans. Donc un président de la République, il faut être élu, pas si simple, mais enfin, vous êtes élu, vous prenez une décision sur une centrale nucléaire, 7 ans. Admettons que vous ne soyez pas réélu, vous l'inaugurez, même pas. Non mais c'est pour vous. Vous vous rendez compte qu'il y a des... Non mais... Et c'est pour ça que je suis heureux de voir ici, dans cette salle, des responsables politiques de toutes les formations, parce que il faut qu'on apprenne dans notre démocratie française à être plus mature. Les décisions que je prends, elles vaudront pour mes successeurs. Et l'énergie nucléaire, pour remplacer le pétrole et le gaz, parce qu'il y a à peu près 2 fois plus de réserves de gaz dans le monde que de réserves de pétrole, mais il faudra également qu'on apprenne à vivre sans gaz. Vous voyez les implications. Alors, je vais même un peu plus loin. Je vais plus loin en pensant que le nucléaire civil, il faut le rendre accessible pour tous les pays qui le veulent. Et je voudrais m'en expliquer devant vous. Et c'est un atout formidable. J'ai demandé à Anne Vergeon, la présidente d'Areva, comme j'ai demandé à M. Gadonex, d'avoir une stratégie offensive. Parce qu'on ne peut pas dire, nous, les pays occidentaux, le nucléaire, c'est l'énergie de demain, et dire on se garde cette énergie pour nous. Parce que si demain l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pour prendre les pays les plus proches, ne l'ont pas, vous aurez la misère. Vous n'aurez pas le développement, donc vous aurez le terrorisme. Et je vais même plus loin. S'agissant de l'Iran, si on veut que l'Iran cesse, et l'Iran doit cesser l'enrichissement des fins militaires, il faut lui garantir le nucléaire civil, pour ne pas donner raison à des dirigeants insensés qui expliquent que l'Occident ne veut pas donner à l'Orient l'accès à l'énergie du futur. Le nucléaire peut être une arme de paix, parce que le nucléaire, c'est une arme du développement. Alors au Creusot, vous avez un savoir-faire unique. Il se trouve que c'est vous qui savez confectionner les gigantesques pièces qui font une centrale nucléaire. Et les pièces dont on a besoin pour faire les EPR seront construites au Creusot, dans ce département, alors que jusqu'à présent, on les commandait à l'étranger. Alors, il y aura une formidable expansion du nucléaire dans le monde dans les années qui viennent. Au cours actuel des matières premières et du CO2, l'électricité qui sort d'un EPR coûte 30 à 50% moins cher que l'électricité qui sort d'une centrale à gaz ou d'une centrale au charbon. Mais vous vous rendez compte, on peut devenir, nous les Français, exportateurs d'électricité alors qu'on n'a pas de pétrole et qu'on n'a plus de gaz. C'est une chance historique de développement. La Grande-Bretagne revient sur le nucléaire,
l'Italie est en train de faire le choix de relancer le nucléaire, et ArcelorMittal fait le bon choix en investissant dans son usine du Breuil pour développer sa production pour les centrales nucléaires. Il y aura de plus en plus de centrales nucléaires dans le monde, il faut donc fabriquer les pièces dont on a besoin, c'est ici qu'on les fabriquera. La France est aujourd'hui le seul pays à avoir un parc aussi important et aussi homogène d'électricité nucléaire. Je l'ai dit, 77% de notre électricité. Et nous sommes l'un des 4 pays au monde qui maîtrisent l'ensemble du processus nucléaire. L'enrichissement, on sait faire. La fabrication du combustible, on sait faire. La construction de centrales, on sait faire. Le retraitement et le recyclage des déchets, on sait faire. D'ailleurs, si les Chinois nous achètent, on est en train de discuter, 4 à 5 centrales nucléaires aujourd'hui, ils nous demandent de prévoir toute la chaîne de retraitement et de recyclage, parce que mettez-vous à la place des dirigeants d'autres pays, ils se trouvent confrontés à la même situation que nous. Qu'est-ce qu'on fait des déchets? Et comme je regrette qu'il y a quelques années, on ait arrêté le processus Superphénix. Je ne dis pas que ça fonctionnait, je dis quand même que c'est bien dommage d'arrêter une technologie qui permettait de recycler des déchets pour en faire un nouveau combustible. Pardon, je n'ai pas fait les mines. Non, je n'ai pas fait les nains. Non, je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai été élu. Bon. Non, je le retire tout de suite. Et je dis bien à mes enfants, ce n'est pas une raison. Hein? Bon. Alors, une nouvelle doctrine d'exportation du nucléaire civil, je veux que ça se fasse dans la transparence du débat politique. C'est important. C'est important, il ne faut pas cacher les choses. Il y a une époque où la France a exporté son savoir-faire sans trop l'assumer. Moi, je ne veux pas que ça se fasse. Deuxièmement, on met en place l'agence France Nucléaire Internationale parce que, on a vu que tous les pays veulent des centrales, mais il faut mettre d'accord tant de ministères et tant d'entreprises. Pour la sécurité, on travaille sur un certain nombre de systèmes, notamment la possibilité de désactiver une centrale de l'extérieur, qui est un système prometteur. La décision donc de construire un deuxième EPR, et j'ai demandé à Jean-Louis Borloo de lancer un exercice de programmation pluriannuel des investissements en production électrique qu'il présentera au Parlement avant la fin de l'année et qui prendra en compte les économies d'énergie, etc. La vérité, c'est que nous avons un goulet d'étranglement qui pourrait freiner le développement de notre filière électronucléaire. Eh bien, ce goulet, c'est que la France a besoin de former 1200 ingénieurs nucléaires par an à partir de 2010. D'où ma remarque tout à l'heure sur la formation en mathématiques, sur les filières d'ingénieurs et sur la réforme de la formation professionnelle. Voici, écoutez, on forme tant de gens pour des métiers qui n'ont aucun débouché. Est-ce qu'on pourrait enfin orienter nos jeunes vers des métiers où il y a 100% d'emploi? Voilà. Alors, au-delà, j'ai toujours cru au rôle essentiel de l'industrie, mais je ne veux pas qu'on se mette uniquement sur le nucléaire, les éoliennes, l'énergie thermique des mers, les courants marins. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse pour le renouvelable ce que nos anciens ont fait pour le nucléaire. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, enfin, en tout cas pour moi, de voir le peu d'habitude qu'a notre démocratie à faire des choix équilibrés et raisonnables. Ce n'est pas parce qu'on met le paquet sur le nucléaire qu'on doit ignorer le renouvelable. On peut faire les deux. Je dirais même qu'on peut faire les trois avec les économies d'énergie. Donc ce n'est pas le nucléaire ou le renouvelable, c'est le nucléaire et l'énergie renouvelable. Alors après, est-ce que ce sont les biocarburants, est-ce que c'est la biomasse, est-ce que c'est l'énergie thermique des océans? Peu importe. L'essentiel, c'est qu'on devienne des spécialistes d'énergie renouvelable. Je voudrais d'ailleurs informer les Français sur cela. Le paquet énergie-climat de la Commission, que je voudrais faire passer en tant que président de l'Union européenne,
impose à la France 23% de son énergie à horizon 2020 par les énergies renouvelables, ce qui est un enjeu immense. Ça a l'air peu dans les chiffres, je vous garantis qu'on doit être aux alentours d'à peine 10%. Ça consiste à doubler notre effort en 12 ans, absolument considérable. Alors pour cela, il faut qu'on investisse à fond dans la nouvelle technologie. Nous avons dégagé des crédits pour cela, mais je voudrais vous annoncer que nous allons faire un effort exceptionnel dans un domaine déterminant de la connaissance que sont les nanotechnologies, les technologies de l'infiniment petit. Nous allons donc créer un centre de rang mondial dédié aux nanotechnologies dans toutes leurs applications pour mobiliser notre potentiel scientifique et en tirer des innovations industrielles. On ne peut pas dire qu'on veut garder des industries et pas mettre au service de ces industries un potentiel et une force d'innovation et de recherche considérable. Alors, nous avons posé les bases de cette politique avec l'autonomie des universités, sujet de débat essentiel. Écoutez, c'est très simple, c'est pas une affaire d'idéologie. Toutes les universités du monde qui ont réussi sont des universités autonomes. Enfin, toutes. Il n'y a pas d'exception à cela. Et au début de l'année 2009, le tiers des universités françaises seront sur le statut de l'autonomie. Mais je vais prendre mes responsabilités en vous annonçant que je souhaite maintenant qu'on ouvre le CNRS pour en faire un organisme plus réactif, structuré en grands instituts, doté d'un rôle d'agence de moyens et d'une vision stratégique sur les grands secteurs de la connaissance dont il a la charge. Je crois qu'il faudrait par exemple créer un institut national dans les mathématiques, domaine où la France excelle, d'une importance fondamentale pour toutes les sciences et technologies. Et ces instituts donneront une cohérence nationale, mais ne nuiront en rien à l'échange et au croisement entre disciplines. Extraordinaire. Tous nos enfants sont poussés vers la filière scientifique jusqu'au bac. Parce qu'on leur fait croire que, hors de la filière scientifique, il n'y a pas d'espérance de réussite. Et à l'arrivée, ils choisissent donc la filière scientifique pour des mauvaises raisons. Non pas parce qu'ils aiment les maths ou les sciences, mais parce qu'on leur fait croire que c'est la filière d'élite. Et à l'arrivée, on n'a jamais eu si peu de mathématiciens, d'ingénieurs et de chercheurs dans les universités. C'est extraordinaire. Donc, on n'en a jamais eu autant jusqu'au bac et on n'en a jamais eu si peu après le bac. Comme si on ne pouvait pas réussir si on n'avait pas fait la filière S. Et une fois qu'on l'a fait, on obtient un passeport pour faire toute autre chose que les maths qu'on vous a fait faire en seconde, en première et en terminale. Je souhaite également qu'on revoie en profondeur la valorisation de notre recherche. Nous allons reconduire pour 3 ans, avec 1,5 milliard d'euros, la politique des pôles de compétitivité. Et je vais vous parler franchement. Je sais que vous êtes inquiet pour le pôle nucléaire de Bourgogne. Eh oui, compte tenu de l'évaluation réservée qu'en a fait une mission d'audit. D'abord, moi, je vous dis une chose très simple. Je veux maintenant que l'évaluation soit systématique pour toutes les politiques publiques. Et je crois que là encore, c'est une affaire qui peut nous rassembler tous, sans l'ombre d'un problème. Bon. Alors, l'évaluation n'a pas été bonne. Et je ne vous cache pas que ma politique, c'est la promotion de l'excellence, pas le nivellement. Et ce n'est pas de mettre sur le même plan les pôles qui ont atteint leurs objectifs et les autres. Alors je crois qu'ici, en Bourgogne, se posent des questions sur la dynamique d'innovation et l'implication des PME. On m'a proposé de suspendre le label. Moi, j'ai refusé et j'ai préféré donner une chance aux pôles bourguignons, comme aux 13 pôles concernés, de se reconfigurer et de redresser le tir. Je le dis aux élus de Bourgogne, vous avez 1 an avant une décision définitive sur le label. Que les choses soient claires, soit, allez, on se ressaisit, les industriels, les entreprises, le tissu de PME y vont, et dans ce cas-là, on sauve le label, soit ça ne se réveille pas, et dans ce cas-là, on investit l'argent sur un autre pôle. Je crois que c'est fair play de présenter les choses comme cela. Alors, je voudrais terminer en vous disant un mot du rôle de l'État
je dirais, du rôle capitalistique de l'État. Il y a eu tant de débats. Depuis que M. Mitterrand, n'est-ce pas, Anne, élu président de la République en 1981, a décidé de la nationalisation du secteur bancaire et d'un certain nombre d'entreprises. Je crois qu'aucune force politique aujourd'hui ne plaide pour un système de nationalisation généralisé. C'est une autre époque. Oserais-je dire que c'est une autre génération. Chacun a bien compris que ce n'est pas à l'État de gérer spécifiquement les entreprises. En revanche, moi qui n'ai jamais été pour les nationalisations, je veux revendiquer pour l'État un rôle important quand des entreprises fondamentales, stratégiques, traversent un moment difficile. Si l'État n'était pas intervenu pour sauver Alstom en 2004, il n'y aurait plus d'Alstom, qui aurait été racheté par Siemens. Et moi, je vais vous dire une chose, je n'ai toujours pas accepté le scandale à mes yeux que représente la disparition de Péchinet. La pétrochimie française, la chimie française a été sacrifiée parce qu'on n'a pas fait les bons choix au bon moment. Je le dis alors comme je le pense sans aucune prudence, mais c'est toujours ce que j'ai pensé. Péchinet, c'était un grand nom et on avait besoin de la chimie. Et quand je me suis retrouvé ministre des Finances et qu'Alstom était subclaquant, avec tout le ministère qui me recommandait d'ailleurs de laisser tomber, et M. von Pirer, ça ne lui a pas réussi d'ailleurs, président de Siemens, me proposant de racheter ce qui restait, j'ai refusé avec la dernière énergie. Aujourd'hui, Alstom, c'est l'une des entreprises les plus rentables de France. Ce qu'on m'expliquait qu'il ne valait plus rien en 2004 est un grand succès industriel en 2008. Si l'État n'avait pas racheté 22% d'Alstom en 2004, 22%, mes propres amis à l'époque disant « Mais tu es devenu fou, tu veux donc nationaliser Alstom ?» Jean-Paul, tu t'en souviens, Jean-Patrick également, 22%. J'ai racheté au nom de l'État 22% d'Alstom à 800 millions d'euros, qui a été revendu en 2006 à Martin Bouygues pour 2,5 milliards. Pour une fois, l'État a fait une bonne affaire. Je n'ai pas été intéressé au résultat. Et aujourd'hui, ça vaut encore plus cher. Ça prouve que l'État, ça peut servir à quelque chose. C'est la même chose que j'ai voulu dans l'affaire des chantiers navals coréens STX, où nous avons acheté une participation, une minorité de blocage dans les chantiers de l'Atlantique. Parce que j'estime que les chantiers de l'Atlantique, il a fallu des décennies pour avoir des ouvriers qui ont, comme disent les Anglais, le goodwill, le tour de main, pour construire des bateaux, des méthaniers de la dernière génération, et qu'il suffirait de 6 mois pour tout mettre par terre. Je ne l'accepte pas. Nous avons fait la même chose avec ST Microélectronique, entreprise stratégique du secteur des semi-conducteurs, dont le CEA a acheté 3% pour préserver la place de la France. Et j'ai bien l'intention, je le dis aux parlementaires, de faire de la Caisse des dépôts un fonds souverain. Il n'y a aucune raison que la France n'ait pas de fonds souverain. D'ailleurs, j'en profite pour dire une chose. Nous ne sommes pas opposés à l'investissement en France des fonds souverains d'autres pays, à partir du moment où les règles sont transparentes et la réciprocité. Parce qu'il n'est pas question de laisser acheter nos usines, nos entreprises, et puis moi de me retrouver avec certains autres pays où j'ai des grandes marques françaises dont on prend les brevets, dont on prend la technologie et qu'on met dehors. La réciprocité. Et pour ça, je le dis au directeur général de la Caisse des dépôts, j'attends beaucoup de la Caisse des dépôts. Alors, je sais également qu'il y a des territoires qui sont frappés par des fermetures d'usines. Je pense à cette belle entreprise qui était Smoby, ici, dans, je ne sais pas si c'est le département ou la région, juste à... Oui, bon, quand même pas l'étranger, hein. Non, enfin, oui, je sais, d'accord, c'est pas exactement la même chose, mais enfin... Bon. J'avais annoncé la création d'un fonds de revitalisation des territoires. Je le confirme. Il est prêt. Nous discutons avec la Commission européenne, chère Christine, pour avoir les autorisations. Il disposera au démarrage de 150 millions d'euros qu'on investira sous forme de prêts participatifs à des conditions préférentielles et j'ai demandé à la Caisse des dépôts qu'il gère ce fonds.
Enfin, on a triplé le crédit d'impôt recherche. Nous avons, Monsieur Mittal, en France, le meilleur système fiscal pour favoriser la recherche. Il y a un pays au monde qui fait autant désormais. Je sais qu'il reste la question de la taxe professionnelle. C'est une question qui est incontournable. Incontournable. C'est le seul impôt d'Europe qui frappe directement l'investissement productif. Alors, on se trouve quand même devant une difficulté très grande. Tous les élus disent il faut investir, il faut produire, il faut de l'emploi. Et on se trouve, malgré les réformes qui ont été faites auparavant, qui sont bonnes, mais on se trouve avec le seul impôt d'Europe qui taxe des entreprises qui investissent. Est-ce que c'est raisonnable? Alors l'affaire n'est pas très simple, parce qu'en même temps, la taxe professionnelle, c'est une recette de base pour les communes et pour les collectivités territoriales. Et je sais bien, moi qui ai été élu si longtemps, qu'il faut garder un lien financier entre les entreprises et les collectivités, car sinon vous allez vous retrouver dans la situation où plus une commune ne voudra accepter une seule usine. Hein, je n'accuse personne, je dis faut parler transparent de ces choses-là. C'est très clair. Si vous prenez l'usine qui vous amène des camions, qui vous amène des fumées, qui vous amène... Moi j'aime bien ça, mais enfin, pas pour ça que j'achète un pavillon en face, hein. Bon. Et que vous n'en avez pas les recettes fiscales, vous êtes moins moteur. Et le jour où dans nos villes il n'y a que des jardins, ça sera bien agréable, mais personne ne pourra travailler. Donc j'ai demandé à Christine Lagarde de conduire cette réforme dans la concertation, bien sûr, mais en ayant à l'esprit l'attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises. Dans le même temps, il faut voir, je ne sais pas si c'est Éric ou toi, peut-être Éric, sur l'actualisation des bases, mais j'en profite pour le dire aux élus. Il faut sortir de cette situation ridicule où les bases ne sont plus actualisées dans notre pays, les bases des impôts, la taxe d'habitation, depuis 1991. Enfin, je crois que la dernière tentative échouée, c'est celle-ci. Je reviens à mes idées. Je pense que la seule façon de le faire, c'est de le faire progressivement. C'est-à-dire de conduire une évaluation des bases au fur et à mesure qu'on change de locataire ou qu'on change de propriétaire. C'est la seule façon de faire ça non brutal. Hein? Et peu importe qu'on mette 10 ans à terminer le processus, j'observe que ça fait bientôt 20 ans qu'on n'a pas commencé. On ne va pas me reprocher de mettre 10 ans pour terminer un processus que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas commencé. Hein? Voilà. Bon, vous l'avez compris, pour moi ce voyage au Creusot c'était important. Les usines, l'industrie, c'est capital. Ma responsabilité, c'est qu'on développe la compétitivité des territoires comme le vôtre, avec les élus nationaux et locaux, avec les salariés, et qu'on attire en France des femmes et des hommes qui ont les moyens d'investir dans nos usines. Et je voudrais vraiment vous dire ça du fond du cœur. Il faut réconcilier les Français avec la réussite. Il ne faut pas craindre les gens qui ont de l'argent. Et je préfère que les gens qui ont de l'argent le dépensent en France, plutôt qu'en Suisse, à Monaco, en Angleterre ou ailleurs. Et je préfère que vos entreprises soient la propriété d'investisseurs que vous connaissez, plutôt que de nous retrouver avec des fonds de pension dont les dirigeants changent tous les 2 ans et qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux qu'on ait permis d'investir la cotisation ISF dans le capital de nos entreprises. Car c'est quand même mieux d'investir l'argent qu'on doit payer au titre de l'ISF dans l'entreprise de son département ou de sa région, plutôt que le payer à l'État pour combler le déficit, même si ça peut être utile. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis ma joie et mon bonheur de m'être trouvé une nouvelle fois dans ce département et dans cette ville. Merci à tous.